Bonjour à tous et à toutes, Madame la députée, Madame la représentante du Conseil régional, représentant des services de l'État, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'abord de votre propos, de ce diaporama de la Palme d'Or à Anatomie d'une chute, qui est un risque, voilà, très engagé, qui était important pour un maire comme moi, pour nous, décideurs, d'entendre les convictions qui sont celles que vous portez, parce que nous devons contribuer au débat démocratique. Donc là, sur l'affaire du tarif de l'électricité, message reçu. Cher Jules aussi, c'est un plaisir de te saluer. Tu as laissé ta patte dans cette ville, et donc on te reçoit avec grand plaisir. Et quand tu m'as dit que ça se tenait à Montpellier, au fond, c'est normal, parce qu'ici, nous sommes un bastion, c'est vrai, des ENR, et beaucoup d'entre vous, nous aurons rendez-vous à Energaia dans quelques temps, qui est un salon devenu un rendez-vous majeur des enjeux du renouvelable. Je voudrais moi aussi ici défendre quelques convictions et peut-être les verser dans le débat public, convictions que vous partagerez. Ce qui est en jeu, c'est la parole de la France. La France a accueilli l'accord de Paris visant à réduire limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. C'est l'un des derniers grands traités internationaux, du droit international qui fait tant défaut en ce moment dans le monde, qui a été signé. La France, à la fois ses représentants, mais ses citoyens, ont poussé l'idée qu'il fallait que notre monde, lors de la dernière COP, sorte des énergies fossiles. C'est donc une question de crédibilité et de stratégie pour y arriver. Les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, contribuent au dérèglement climatique. Et on ne peut pas faire les effets de plateau en parlant d'urgence ou de se féliciter de tel ou tel accord si nous n'avons pas la stratégie lisible pour y arriver. 2 nations du monde, et non des moindres, ont été citées, l'Allemagne et la Chine. Chacune ont fait le choix du renouvelable, de l'électrification massive pour sortir des énergies fossiles. L'une par choix politique d'abandonner l'énergie nucléaire, c'est un choix souverain, nous le respectons. Et la Chine, pour une raison très simple, c'est que la qualité de l'air à Pékin, à Shanghai, était telle que c'était un enjeu de santé publique qu'à un moment, dans les modes de planification qui sont spécifiques au gouvernement chinois, il a été dit qu'il faut électrifier massivement. Je le sais de la part de notre ville jumelle, Chengdu, 20 millions d'habitants, qui étaient confrontés au même défi. Alors nous, que voulons-nous? La France. D'abord, tenir notre parole, et vous êtes ici dans une ville, j'y reviendrai, très engagée dans la transition. Mais nous devons peut-être aussi convoquer un autre aspect de la nécessité de décarboner. Celui, pas que de la souveraineté industrielle, celui de la souveraineté de notre pays et peut-être de notre continent. Quand nous sommes soumis à des contradictions, quand nous devons aller faire des mamours à l'Azerbaïdjan, alors que nous devons défendre les Arméniens, que quand nos chefs d'État, très respectables, voilà, ont des positions délicates, avec un gouvernement qui a découpé en petites coupures un journaliste, en l'occurrence l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, notre diplomatie est souvent mise à l'épreuve de nos rapports avec ceux qui nous assurent notre sécurité d'approvisionnement en énergie fossile. Ou Vladimir Poutine, dont nous avons tous compris qu'à un moment, son gaz ne pouvait plus être notre énergie. Donc un enjeu d'être cohérent par rapport à nos engagements de réduction des émissions de CO2. Et je voudrais faire taire quelque chose. Des fois, on voit un graphique en disant « mais la France, à quoi ça sert qu'on réduise nos émissions de CO2 ?» On est tout petit, c'est vrai par rapport à des gros. Enfin, nous sommes une nation industrielle qui, pendant 150 ans, a contribué au réchauffement climatique. Et donc, nous ne devons pas nous laisser emporter par ce raisonnement facile, souvent sorti par des populistes qui ne croient pas à cette question de la transition. Donc, sortie des émissions de CO2 sur le réchauffement climatique, mais enjeu de souveraineté. Et j'ai envie de le dire avec beaucoup de force. Quand le CEA il a été fait référence et que la France a fait le choix de l'énergie nucléaire, elle affirmait sa volonté de souveraineté. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut retrouver un narratif puissant pour ne plus être dépendant de Vladimir Poutine, de MBS ou de je ne sais quel
acteur international qui aujourd'hui menace, disons-le, la paix dans le monde. Il y a donc à travers vos enjeux un enjeu de puissance. Alors, je vais venir ici à Montpellier, ou plutôt continuer à plaider. En ce moment, il y a des grands coups de boutoir qui sont portés sur le pacte vert. Il faut plus que jamais le défendre. L'initiative européenne qui a été portée est un agenda salutaire. Est un agenda salutaire. Il faut le défendre. Et nous, en France, nous devons, il me semble, et c'est ce que nous cherchons à faire à Montpellier, donner, je veux saluer les équipes qui sont présentes, aux acteurs une lisibilité. Mener la transition écologique et solidaire, et venir, c'est être confronté à un mur d'investissement. Les puissances publiques ne pourront pas tout faire. Évidemment, on doit maîtriser nos comptes et nous faisons des choix volontaristes. Et il faut donc s'appuyer sur des investisseurs privés. Et ce que l'on vous doit, c'est de la lisibilité, de la stabilité, de la connaissance partagée. Et donc, à Montpellier, qu'est-ce que nous avons fait? Un cadastre solaire pour chaque particulier, aider les acteurs à se positionner pour identifier ce qu'ils pouvaient faire de leur cinquième façade, les toits solarisables. Nous allons nous travaillons actuellement sur toutes les zones où nous acceptons des champs de panneaux solaires. Et il y a des endroits sur lesquels nous posons nos réserves, et nous le disons. Nous, les parkings ici, c'est nos gisements fonciers de logement. Donc ici, ce n'est pas tout à fait pareil que dans le nord du pays. Donc là, nous disons non, quand à d'autres endroits, nous disons oui. Un cadre stable, lisible, connu, où l'ensemble des acteurs peuvent se positionner. Parfois, ça c'est nous. Parfois, nous nous heurtons à des tensions. Et moi, je veux le dire aussi avec force, c'est dur, quoi. Ici, il y a une vieille décharge qui s'appelle le TOT. Jules, tu connais ça très bien, les acteurs connaissent ça. Et depuis 10 ans, les élus locaux disent il faut que cette décharge, qui est un monticule de merde, voilà, disons-le, eh bien, nous en utilisions un potentiel de photo. Et c'est un enfer réglementaire pour dire ce que nous pouvons ou pas faire. Alors si, puisque les ministres sont tenus au devoir de réserve, mais peut-être qu'ils suivent ces travaux, aidez-nous. Parce que là, voilà un exemple de projet. Et on a besoin, ici, acteurs locaux, Marie-Thérèse, mon amie, le dira très bien, de cette lisibilité. Ensuite, je parlais du mur d'investissement qui est le nôtre. Vous savez, moi, je suis président de la métropole et maire de Montpellier, et un jour, on m'a sorti ce chiffre, ça m'a beaucoup impressionné. On m'a dit, monsieur le maire, monsieur le président, vous êtes responsable d'1 million de mètres carrés de bâtiments. Donc, j'ai un potentiel considérable. Et alors, je dis, mais il faut mettre du panneau solaire, allez-y, là, tout. Oui, mais alors, nous, nos équipes en régie, elles ne peuvent pas suivre. Et donc, nous avons décidé, nous allons lancer prochainement un AMI sur un certain nombre d'espaces pour dire aux acteurs privés, venez, aidez-nous, allez-y. Voilà donc ce qui est notre stratégie. Il y a d'autres éléments. Je veux le dire avec force parce qu'il faut produire. Il faut produire pour répondre aux besoins actuels. Il faut, évidemment, je ne voudrais pas occulter ce point, avoir une stratégie de sobriété, parce que c'est aussi un sujet. Hein, on n'éclaire plus comme avant. L'éclairage public, hein, voilà, il faut qu'on soit décroissant sur ce point. Mais nous savons, éclairage public, les particuliers, etc., etc. Mais nous allons avoir besoin des besoins d'électrification massive. Moi, je vais vous donner des exemples. Ce que vont faire tous les maires, Monsieur le Président. Servez-vous de ça. Moi, je renouvelle le marché de collecte des déchets. Je ne veux plus me retrouver à avoir des quasi-arrêts cardiaques quand il y a les révisions de prix à cause du prix de l'essence. Et donc, dans l'appel d'offres, je demande une électrification de toutes les bennes à ordures. L'ensemble des véhicules de la municipalité de la métropole de Montpellier, c'est une flotte électrique. La société, je la nomme puisqu'elle est lauréate de notre AMI, Itotem, va déployer les bornes pour accompagner les habitants du territoire à électrifier leur mobilité, leur voiture électrique. Parce que la date de 2035, moi, j'en fais un objectif. Parce qu'il nous faut décarboner, surtout sur le territoire où 40% des émissions de CO2 proviennent des mobilités. Donc nous savons que nous avons des besoins. Et là, les rapports qui ont été livrés au débat public l'année dernière le démontrent très bien. Donc moi, j'appelle de mes voeux
avec vous, comme maire, j'essaye de me l'appliquer. 2 choses. D'abord, une lisibilité pour pouvoir accompagner tous les opérateurs de projet. Il nous la faut aussi au niveau central. Et en fait, le mot a été lâché. Ce n'est pas au niveau central qu'on doit penser tout ça. C'est vraiment au niveau local. Enfin, moi, tous les jours, vous savez, les habitants, alors vous savez pas, peu importe d'ailleurs, mais des fois, ils viennent me voir et me disent, monsieur le maire, pourquoi on ne peut pas mettre de panneaux solaires à tel ou tel endroit? C'est à moi qui demande. Alors, dans l'écusson, secteur sauvegardé, pas très bien. Et moi, je dois des comptes. Et moi, comme maire, en 2026, dans les élections municipales, il y a plein de citoyens qui diront, qui nous écriront et qui diront, vous êtes candidat, qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos objectifs de production sur votre commune d'énergie renouvelable? Le débat démocratique est devenu ces termes-là. Et moi, je ne peux pas toujours, ou nous ne pouvons pas, nous, élus locaux, alors là, je m'exprime peut-être comme vice-président de l'AMF, répondre à nos administrés, mais vous comprenez, ça dépend du décret ou du bureau de M. Lescure ou de M. le maire. Ça ne peut pas fonctionner parce que ça, c'est en train de nourrir une grande défiance à l'endroit de la transition écologique, dont les symptômes se sont vus dans la crise agricole, dont les symptômes se voient dans les résultats électoraux, y compris de pays amis en Europe, où aujourd'hui, on est en train de transformer cet immense défi, ce challenge qui est très enthousiasmant de la transition écologique et solidaire, eh bien en peur, et donc avec des positions qui deviennent ici réactionnaires. Et vous avez vu dans le débat des européennes combien il y en avait qui attaquaient la date de 2035 sur le thermique. Donc moi, je nous appelle collectivement à vaincre la France des procédures pour que la France des projets l'emporte. Je crois que c'est un très grand projet de faire que notre mix énergétique accorde une place majeure aux renouvelables, comme hier, notre nation, au lendemain de la guerre, a su se reconstruire et conquérir en matière d'énergie sa souveraineté. Je crois que c'est un impératif pour la jeunesse qui nous attend sur le climat. Je crois que c'est une exigence quand on veut être une nation et un continent qui entend œuvrer à la paix dans le monde. En tout cas, bons travaux à vous. Vous êtes les bienvenus ici à Montpellier. Rendez-vous le 20 juin pour le lancement de notre filière, le salon d'Energaia. Et j'espère qu'ici, Monsieur le Président, vous aurez un territoire monstrateur de ce qui peut se faire en bonne intelligence avec l'ensemble des filières du renouvelable, une filière qui écrit notre avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup.